Jamais aucun empereur n'a eu un pouvoir aussi illimité que celui de Mark Zuckerberg, qui peut faire et défaire les réputations, et ce, sans jamais s'exposer. TikTok est une arme de subversion massive. Il y a en France plus d'une vingtaine de millions d'utilisateurs de cette plateforme. Il y a aux États-Unis plus de 140 millions d'utilisateurs de cette plateforme. La probabilité pour que cette plateforme soit instrumentalisée à des fins de manipulation de l'opinion publique dans un cadre électoral est extrêmement forte. Si vous utilisez TikTok et que vous faites une vidéo pour rappeler les massacres de Tiananmen en juin 1989, vous ne serez pas surpris de constater que votre vidéo ne touchera pas grand monde. Ça donne au Parti communiste chinois la possibilité d'étendre le champ de sa censure au-delà de ses frontières. C'est ça le grand bouleversement opéré par l'ère numérique. C'est la possibilité qu'ont désormais les régimes autocratiques de toucher beaucoup plus facilement les citoyens occidentaux et puis leur propre diaspora à des fins de contrôle et de répression transnationale. Nous devons très rapidement mettre en œuvre des solutions à toutes les échelles susceptibles de limiter les effets de ces virus informationnels avant qu'il soit trop tard. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 43% de Français climato-sceptiques ou dénialistes. Qu'en sera-t-il quand ce sera 69% de Français ? Aujourd'hui, nous allons parler de propagande et de manipulation de l'information. Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil ou Javier Milei en Argentine. Partout à travers le monde, des leaders populistes et violemment anti-climat sont élus grâce à la manipulation de l'information sur les réseaux. D'où cette question, qui se cache derrière ces campagnes de déstabilisation de nos démocraties ? Pour y répondre, nous avons l'immense plaisir d'interviewer David Colomb, professeur agrégé d'histoire à Sciences Po Paris et auteur notamment des Maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse, et de la guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Bonjour David Colomb. Bonjour. Un grand merci de venir au micro du Green Letter Club. On va vous interviewer sur les questions de propagande, de guerre de l'information, des questions qui peuvent paraître un petit peu éloignées des questions climatiques, mais on va le voir, toutes ces questions de propagande font qu'il y a l'arrivée de carbofascistes, comme le dit Jean-Baptiste Fresso, c'est-à-dire de présidents populistes. On peut penser à Trump, on peut pas penser à Bolsonaro, on peut penser à Javier Milei, et donc que les guerres de l'information ont directement une importance sur les questions climatiques. Première question, il y a un malentendu autour de la propagande, c'est qu'on a tendance à penser que la propagande c'est l'apanage des régimes autoritaires. Or vous le dites, et c'est une des premières choses que vous dites dans un de vos livres, c'est que la propagande, c'est la fille de la démocratie. Quel est le lien justement entre propagande et démocratie ? La propagande désigne le fait de conduire une campagne de persuasion de masse en vue d'agir sur les conduites, les attitudes, les comportements des individus. Dans un régime autoritaire, la propagande est le prolongement de la terreur. Elle est là pour rappeler quelle est la position officielle, quels sont les interdits. Dans un régime démocratique, il est au contraire nécessaire de persuader de manière douce les citoyens d'adopter la conduite attendue d'eux. Et c'est ce qui explique que l'art de la publicité, des relations publiques, des études de marché, de l'influence, soit un art né et développé dans les régimes démocratiques, pour être ensuite, éventuellement, importé, adapté, acculturé par des régimes autoritaires. Il y a une autre idée qu'on n'a pas forcément en tête, et on va en parler de manière assez intime, c'est le lien entre propagande et technologie. On a tendance à voir la propagande comme issue des livres d'histoire, du soviétisme, du nazisme, et on ne voit pas forcément le lien qui existe entre les technologies et la propagande. Le lien tient au fait que la propagande est une science appliquée. Elle vise un objectif pratique, qui est de nous faire adopter une conduite précise ou un comportement déterminé. Et pour atteindre cet objectif pratique, les propagandistes s'appuient d'abord sur l'environnement technologique à leur disposition et ensuite sur les progrès des sciences, et notamment celles qui ont trait à la publicité, à la persuasion, à la connaissance de nos mobiles inconscient ou conscient, tout ce qui peut déterminer nos conduites. De sorte que, sur la longue durée, la propagande connaît, en matière de technique de persuasion, un progrès constant.
qui, au XXe siècle, est un progrès incrémental et qui, à partir de l'ère numérique, devient un progrès exponentiel, en particulier depuis l'avènement du data mining, depuis l'avènement de l'apprentissage profond, depuis l'avènement des réseaux sociaux, depuis que la collecte systématique de nos traces numériques permet de développer ce que Shoshana Zuboff a appelé un capitalisme de surveillance, c'est-à-dire un mode d'extraction des données à des fins de maximisation du revenu publicitaire, avec la création d'un nouveau marché qui est, explique-t-elle brillamment, un marché des comportements futurs. C'est la promesse que, moyennant l'investissement dans des outils publicitaires, vous parviendrez à faire adopter le comportement voulu à une certaine proportion de votre public. Alors, il y a effectivement quelque chose qui va profondément changer le rapport à l'information, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Comment, pourquoi et à quel point les plateformes permettent des nouvelles propagandes, une manipulation de l'information? En réalité, elles ne permettent pas de nouvelles formes de propagande. En revanche, elles démultiplient les effets des outils traditionnels. Vous remplacez le porte-à-porte par un contact direct d'un en direction de centaines de milliers ou de millions, en instrumentalisant les propriétés virales de contenu sur les réseaux sociaux. Vous instrumentalisez les caractéristiques des systèmes algorithmiques pour en tirer des avantages. Par exemple, lorsque vous constatez qu'un contenu fortement chargé émotionnellement est plus viral qu'un contenu neutre, explicatif, vous pouvez ensuite recourir à une amplification artificielle de votre contenu par le recours à des publicités ciblées, par le recours également à des trolls, des botnets, mais vous pouvez aussi recourir à l'amplification parfaitement authentique de vos contenus en investissant de l'argent dans des agences chargées de le faire, de recruter des influenceurs par exemple pour reporter votre discours. Et c'est ce qui a été, je crois, le plus déterminant depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire le fait que les outils publicitaires des plateformes, à commencer par Facebook, puis Instagram, X Twitter, ont décuplé les capacités offertes aux propagandistes, avec une prime bien évidemment à ceux qui ont le plus de moyens à investir dans des opérations d'influence. Comment ces plateformes ont réussi à maximiser cette capacité de ciblage? Vous racontez dans vos livres à quel point il y a un travail qui est fait sur le profilage psychologique des utilisateurs. Comment ils ont réussi à faire ça? En réalité, c'est assez simple. Le point de départ, c'est une expérience qui avait été réalisée par 3 chercheuses américaines en 2011. Elles avaient recruté 250 ou 256 volontaires sur Facebook qui remplissaient en ligne un test de personnalité classique qui repose sur le modèle dit Ocean, qui est le modèle des 5 grands traits de personnalité que nous sommes supposés partager par-delà nos différences. C'est-à-dire l'ouverture, la conscienciosité, le névroticisme, etc. C'est 5 grands traits de personnalité qu'à des degrés divers nous partageons. Bon. Et les personnes qui remplissaient ce test autorisaient l'application à collecter en même temps leurs données d'usage sur Facebook. Et donc, les scientifiques se retrouvaient avec 2 jeux de données, les réponses aux tests de personnalité et le comportement sur Facebook. Et il s'agissait ensuite, par régression linéaire, d'expliquer une variable, par exemple le névroticisme, par des variables explicatives, ce que l'on faisait sur Facebook, en identifiant les variables du comportement sur Facebook les plus fortement prédictives d'un type de personnalité particulier. Et cela a été assez rapidement perfectionné sous la forme de l'analyse des likes sur Facebook. À partir de l'analyse d'une dizaine de likes, on peut prédire si vous appartenez plutôt à tel ou tel type de personnalité de manière prédominante. Depuis, ces outils se sont considérablement perfectionnés dans la mesure où ils ne reposent plus simplement sur cette approche inductive, cette inférence statistique que je viens rapidement de décrire, mais aussi sur des outils déductifs qui reposent sur des tests marketing en temps réel, des tests AB comme on dit dans le marketing, pour
vérifier des hypothèses. Et enfin, depuis maintenant bientôt 9 ans, l'apprentissage profond est mis au service de l'analyse de la personnalité sur la base, par exemple, des photos de profil, ou des photos que l'on poste, ou des contenus que l'on poste. Ces outils sont extraordinairement perfectionnés, extraordinairement fiables. Ce que je dis extraordinairement fiable, c'est de l'ordre de 80 à 90% en matière de validité de la prédiction. Et ça permet, d'une part, d'adapter les contenus publicitaires à un type de personnalité, et d'autre part, de cibler les types de personnalités les plus réceptifs à votre type de discours. Et pour les sujets qui nous intéressent, notamment la fabrique du doute climato-dénialiste, le ciblage de personnalités susceptibles d'adhérer à des théories du complot s'est révélé extraordinairement efficace. Parce que si vous parvenez à toucher des gens qui, en raison de caractéristiques psychologiques, sont enclins à adhérer volontiers au récit selon lequel la Terre est plate et des millions de personnes s'emploient à nous cacher ce fait, vous imaginez bien qu'ensuite vous pouvez leur faire avaler à peu près n'importe quoi. Oui, c'est plusieurs millions de personnes aux États-Unis, et même en France, il y avait eu un sondage de l'IFOP. Je crois qu'à peu près une trentaine de pourcents, 35% croient à des théories de complot en France. C'est plus que quelques millions de personnes. Aux États-Unis, c'est une cinquantaine de millions de personnes qui n'affirment pas clairement que la Terre est ronde ou sphérique. Parce qu'ils pensent qu'elle est plate ou parce qu'ils ont un doute. Le doute est le plus insidieux dans l'affaire. Parce qu'avoir la certitude qu'elle est plate est une affaire de croyance, fausse bien évidemment, mais ne pas savoir si la Terre est ou non plate, c'est quelque chose de plus dangereux pour nos régimes démocratiques, parce que le doute est corrosif. Il est ce qui affecte des gens dont la psychologie n'est pas en cause, mais qui ne sont plus en capacité de distinguer le vrai du faux. On va revenir sur le lien entre vérité et mensonge qui est prégnant dans ces affaires-là. Juste, ça veut dire, si je vous comprends bien, que par exemple, si moi sur Facebook ou sur un autre réseau social, je publie énormément de photos de moi, la plateforme va comprendre que j'ai un trait narcissique et va me pousser un type de contenu particulier ? On est bien au-delà de cela maintenant, c'est-à-dire que ces plateformes analysent votre personnalité sur la base de votre réseau de contacts. Par exemple, les outils qui analysent les types de personnalités sur LinkedIn exploitent vos interactions avec des contacts pour déterminer si vous avez tel ou tel type de personnalité, mais plus encore, pour déterminer quel type de comportement on peut adopter à votre égard. Mon épouse m'a récemment montré un outil qu'elle a testé, un outil public qu'elle a testé sur mon profil LinkedIn, où on expliquait la manière d'entrer en contact avec moi le plus efficacement possible, et c'était c'était parfaitement authentique, c'en était assez effrayant. Vous savez, par exemple, quand vous saisissez quelque chose sur Facebook et vous l'effacez, vous croyez l'effacer, mais la trace reste de ce que vous avez écrit et effacé. Et ce que vous avez hésité à dire a parfois plus de valeur prédictive de vos traits de personnalité que ce que vous affirmez. Là-dessus, qu'il n'y ait pas de mécompréhension, c'est un dessein totalement assumé de la part de ces plateformes, c'est-à-dire que la question psychologique, la question de la psychologie sociale, elle est au cœur de leur développement. Ça a été pensé. Les grandes plateformes recrutent à tour de bras les meilleurs chercheurs dans ces questions-là. Ils sont vraiment en avance sur la psychologie sociale. Prenons un exemple. Mark Zuckerberg. Sa mère, je crois, est psychiatre. Sa majeure à Harvard, c'était la psychologie. Il avait l'informatique en mineur, il faut dire qu'il était déjà très doué en informatique. Il s'est entouré de psychologues dans ses équipes chargées de la croissance de la plateforme.
Dans les premières années de Facebook, entre 2004 et 2007, il s'agissait de conquérir le marché, d'obtenir le plus d'utilisateurs, de faire en sorte que les utilisateurs reviennent, s'engagent, commentent, participent, etc. Et c'est ce que l'on a appelé du growth hacking. Du hacking, du piratage de croissance. Et ce piratage de croissance reposait sur le piratage des esprits humains, à partir de la connaissance développée au sein de certains laboratoires de l'université de Stanford, en particulier celui de Brian Jeffrey Fogg, des ressorts de la psychologie sociale appliqués à l'environnement numérique. Et le but qui était alors la croissance s'est prolongé par un autre but qui était la maximisation des revenus publicitaires. Et la maximisation des revenus publicitaires repose non pas seulement sur le nombre d'utilisateurs, mais aussi sur le plaisir que les utilisateurs retirent de l'usage de la plateforme. Il s'agit de les faire se sentir bien sur Facebook, il s'agit de les encourager à y revenir, il s'agit de les encourager à participer, à commenter, à fêter l'anniversaire d'un ami, à se dévoiler toujours plus, à faire un don à l'occasion de son anniversaire en précisant à quel type d'organisation on aimerait faire un don, ce qui est un élément qui conduit ensuite à un ciblage publicitaire toujours plus pointu. Et nous avons affaire à des plateformes qui sont mues par un modèle économique sans aucune limite à ce que ce modèle économique permet en termes d'exploitation des caractéristiques de la psychologie. Quelle est l'ampleur qu'ont prise ces plateformes aujourd'hui ? Il y a plusieurs milliards de gens qui sont connectés, plusieurs heures par jour. Il y a une volonté hégémonique. On a du mal à se représenter la puissance de ces outils. Alors, un professeur de droit de Harvard, Lawrence Lessig, en l'an 2000, avait eu cette formule « code is law », le code fait la loi. Et force est de constater que cette formule n'a pas été démentie depuis. Les effets de la technique sont immédiats. Lorsque Facebook, en 2009, a inventé le bouton « like », il était créé universellement dans tous les pays où Facebook était utilisé. Les effets de ce bouton se faisaient immédiatement ressentir en termes de valorisation de soi, en termes d'imitation sociale, en termes de viralité des contenus. Les effets néfastes étaient également immédiats. Mais il n'y a jamais eu de réflexion éthique au moment du lancement du bouton « like ». Il n'y a jamais eu de délibération. Celui qui a créé le bouton « like » a, des années plus tard, exprimé de vifs regrets d'avoir fracturé les sociétés en encourageant notamment la polarisation politique à travers l'usage de ce bouton. Et c'est ça qui, je crois, change le plus la donne dans nos sociétés depuis une quinzaine d'années. C'est l'avènement d'acteurs non étatiques, mus par des intérêts purement économique, de maximisation des revenus publicitaires, en même temps que par une volonté hégémonique, qui, dans le cas de Mark Zuckerberg, s'est caractérisée par sa volonté, à ce jour non aboutie, de conquérir le marché chinois. Pour conquérir le marché chinois, il a fait tout ce qui était en son pouvoir. La première chose étant, bien évidemment, d'essayer de flatter les autorités du Parti communiste chinois. Il a même envisagé une version de Facebook adaptée à la Chine, c'est-à-dire au régime de censure du Parti communiste. Et cette volonté hégémonique est le propre, non pas seulement de Mark Zuckerberg, mais de tous ces géants du numérique qui sont en capacité d'influer sur nos conduites à l'échelle globale. C'est un pouvoir inédit dans l'histoire. Jamais aucun empereur, jamais aucun chef d'État n'a eu un pouvoir aussi illimité que celui de Mark Zuckerberg, qui peut faire et défaire les réputations, et ce, sans jamais s'exposer, parce que ce sont des activités qui échappent au regard, pour l'essentiel. Oui, il y a une anecdote cocasse que vous mentionnez, c'est
il a proposé au président chinois de devenir le parrain d'un de ses enfants. Une de ses filles à naître, oui. La réponse du président chinois était que c'est un honneur qui impliquerait beaucoup trop de responsabilités pour lui. Il a décliné. Mark Zuckerberg a épousé également une femme d'origine chinoise, mais ne parlant pas le mandarin. En revanche, c'est le mandarin qu'il a lui-même appris et appris à ses enfants. C'est quand même assez singulier que d'apprendre à ses enfants une langue qui n'est pas la langue de leur mère. Il y a un sujet, quand on utilise tous les réseaux sociaux au quotidien, et on a du mal à voir en quoi ces réseaux peuvent influencer nos comportements, comment techniquement ils arrivent à nous influencer, et à quel point ces réseaux arrivent-ils à nous influencer, quel type de comportement ils pourraient réussir à changer chez nous. Il est très difficile d'évaluer les effets de ces réseaux, précisément parce qu'il s'agit de boîtes noires. Nous ne pouvons pas accéder à leurs données, et c'est un enjeu démocratique majeur que l'accès aux données de ces plateformes pour les chercheurs du monde entier, que l'application de l'article 40 du Digital Services Act. Et pour l'heure, nous en sommes tenus à une appréciation qui n'est que partielle de ces effets. En revanche, on commence à avoir une idée assez précise. Du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire de l'historien de la propagande et des campagnes de manipulation de masse opérées par des États ou des acteurs non étatiques, je constate que l'enjeu pour eux est d'agir sur la perception des réalités. Prenons l'exemple du réchauffement climatique. Si par le recours à des botnets, des trolls, des publicités ciblées, des influenceurs, des médias que vous financez, vous parvenez à donner du réchauffement climatique l'image d'une controverse, vous avez gagné. Et force est de constater qu'en matière climatique, le climato-dénialisme, climato-scepticisme plus largement, est extrêmement bien représenté sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de Facebook. Selon une étude de 2021, 69% des interactions climato-dénialistes sur Facebook émanaient de 10 comptes, 10 pages Facebook. Parmi elles, bien, la première, c'était Breitbart de Steve Bannon, représentant de l'alt-right, du Trumpisme, du courant libertarien, financé par pas mal de milliardaires eux-mêmes climato-dénialistes. Vous aviez des pages des médias d'État russes. La Russie est une gigantesque station-service déguisée en État. Et le régime du Kremlin survit grâce à sa rente pétrolière et gazière. Puis vous aviez des pages qui étaient celles de think tanks financées par les industries fossiles. Et vous voyez comment 10 acteurs pèsent sur la majorité du débat relatif au climat sur Facebook. C'est ça la force de ces réseaux. Pour les utilisateurs malveillants, c'est de peser sur la perception des réalités pour fausser cette perception des réalités. Et de mon point de vue, le fait qu'un nombre croissant de nos concitoyens accèdent à l'information prioritairement via les réseaux sociaux conduit à amplifier le décalage entre la réalité et sa perception. On en a constamment des exemples dans les sondages d'opinion et pas seulement ceux qui ont trait aux fausses croyances. La guerre de l'information, c'est une guerre des perceptions. Et pour un certain nombre d'acteurs étatiques ou industriels, l'enjeu est depuis très longtemps
d'agir sur les perceptions, le plus souvent pour semer le doute et la confusion dans les esprits. À quel point, justement, ces plateformes peuvent réussir à nous faire changer nos comportements sur la participation électorale, vous prenez aussi dans vos livres l'exemple de la nuptialité. Donc, en fait, ça déborde le cadre simplement d'une opinion politique. En fait, ils peuvent nous induire à changer des comportements extrêmement intimes, ces réseaux. Oui. Alors, là... Je faisais d'abord référence à des études célèbres de Facebook, que Facebook a commandé à des chercheurs de Stanford et a publié sur les effets de nudge électoraux. Le nudge électoral, c'est un petit message que vous recevez sur Facebook le jour des élections pour vous rappeler que c'est le jour des élections, pour vous proposer de cliquer à droite si vous voulez connaître votre lieu de vote, à gauche si vous voulez avoir des informations sur les élections, etc. Et ils avaient mis en évidence, par une expérience menée sur leurs utilisateurs, le fait que ce nudge avait encouragé la participation électorale au point de conduire 300 000 personnes de plus à voter. Et là, je cite l'étude de Facebook, ce n'est pas un regard extérieur. Et à l'époque, ils admettaient cette influence sociale. Maintenant, depuis 2017-2018, ils ont cessé de publier des études, on publie très très peu. Ils ont fermé les accès à leurs données, à leur API. Il devient beaucoup plus difficile de mesurer les effets sur les comportements. En revanche, on est en capacité d'évaluer ces effets à travers les informations qui émanent des utilisateurs de leur plateforme. Je prends l'exemple classique de Cambridge Analytica et des déclarations des personnes qui ont travaillé à des campagnes d'influence pour le compte de Trump, en l'occurrence de Steve Bannon. Ils ont construit des outils de mesure des effets de leur campagne qui les ont conduits à affirmer qu'ils avaient produit 3% de votes en plus pour Trump dans les États clés. Ce n'est pas vérifiable. Et dans mon expérience, les effets les plus certains sont les effets contraires, c'est-à-dire des effets de suppression de vote. La suppression de vote, c'est un enjeu essentiel pour les industries polluantes, pour les frères Koch aux États-Unis, parce que bien évidemment, supprimer le vote des minorités, c'est un moyen de garder un contrôle politique. Et vous pouvez supprimer le vote par des mesures administratives restrictives, vous imposez par exemple une carte d'identité, vous rendez plus difficile le fait d'obtenir le droit de voter. Mais les outils numériques ont donné des moyens tout à fait nouveaux de supprimer le vote, par exemple par des publicités ciblées adressées aux électeurs de Bernie Sanders en 2016 pour les exposer à des contenus tirés de mails d'Hillary Clinton où il était fait état de ses discours rémunérés pour des grandes banques. Il s'agissait de dissuader les électeurs de Bernie Sanders aux primaires démocrates de voter pour Clinton. Et ça, maintenant, il me paraît bien établi, notamment grâce aux travaux de Kathleen Hall Jamieson aux États-Unis, que ces campagnes de suppression de vote ont eu des effets déterminants. Sans qu'il soit possible aujourd'hui de dire si les campagnes russes ont eu plus ou moins d'effets que les campagnes de Steve Bannon ou de l'équipe numérique de Trump, mais il apparaît clair aujourd'hui que la conjonction de mesures administratives et de suppression de vote par des outils numériques de ciblage ont eu une efficacité dans les attaques clés.
Alors, on entre vraiment sur la guerre de l'information à proprement parler, c'est-à-dire, moi je me suis rendu compte, j'en ai parlé autour de moi, et pardon si on revient sur ce sujet, j'ai parlé de Cambridge Analytica autour de moi, et je me suis rendu compte que sur les 3-4 personnes avec qui j'en ai parlé, aucune connaissait, au mieux le nom leur était familier, mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur ce qu'a été Cambridge Analytica, comment ils ont travaillé, quels étaient leurs dessins, vraiment pour qu'on comprenne bien et qu'on vulgarise la portée qu'a eu cet événement sur nos démocraties de manière générale. Alors, à l'origine de Cambridge Analytica, il y a une société d'influence britannique, Strategic Communication Laboratories, qui existait depuis les années 1990 et qui était un prestataire de services pour des services de renseignement britanniques notamment, et qui a développé un savoir-faire en ingénierie comportementale, en design comportemental, et un savoir-faire qui s'est enrichi au début des années 2010 de celui du micro-ciblage comportemental sur les réseaux sociaux, en appliquant la technologie que j'ai brièvement décrite tout à l'heure. Et l'un des jeunes nouveaux salariés de SCL, Christopher Wiley, qui était canadien, a expliqué cela à Steve Bannon, qui était fasciné par l'œil divin de Facebook, pour le paraphraser, fasciné aussi par la puissance des mobilisations sur les réseaux sociaux. Il cherchait depuis quelques années à constituer une armée de trolls pour servir ses ambitions politiques, qui étaient de semer le chaos aux États-Unis et ailleurs. Et il y a eu un dîner chez le milliardaire Robert Mercer et sa fille Rebecca, auquel participait le patron de SCL, Steve Bannon et Christopher Wiley. Et c'est là qu'a été décidée la création d'une filiale de SCL aux États-Unis pour contourner les lois, notamment la loi FARA sur l'influence étrangère, qui avait pour objet d'appliquer les techniques d'influence croisées avec les techniques de micro-ciblage sur le sol des États-Unis dans une perspective politique. Et donc ils ont commencé à travailler pour John Bolton en 2014, avant de s'engager dans la campagne de Trump. Et entre-temps, ils se sont engagés dans les campagnes du Leave au Royaume-Uni. Les deux campagnes avec deux structures qui étaient toutes les deux dépendantes de SCL. Cambridge Analytica d'une part et Aggregate IQ d'autre part, et c'est Aggregate IQ qui a travaillé pour la campagne victorieuse du Leave en mai-juin 2016. Il y a deux dimensions essentielles au travail de cette équipe de Cambridge Analytica. Celle du ciblage comportemental qui reposait sur l'exploitation de données massives extraites de Facebook, des dizaines de milliers de comptes, et la plupart des journaux n'ont retenu que cet aspect. Oh, c'est scandaleux, on a récupéré des données Facebook, sans s'intéresser vraiment à ce qu'on a fait de ces données. Et ceci avec une approche de communication adaptée à des types de psychologie, c'est-à-dire que vous identifiez une personnalité anxieuse, vous l'exposez à des contenus anxiogènes, vous le conduisez à démultiplier sa perception de la dangerosité du monde réel, et éventuellement ça le conduit à adopter un vote extrême ou une conduite extrême dans la vie réelle. Mais la dimension la plus dommageable pour nos démocraties, ça a été l'exploitation par l'ingénieur en chef de Cambridge Analytica de l'époque, qui s'appelait Alexander Kogan, d'un type de personnalité bien précis que les psychologues appellent la sombre triade. Ce sont des gens qui sont à la fois narcissiques, machiavéliens et psychopathes. Ils représentent une infime proportion de la population, mais à l'échelle des réseaux sociaux, ils sont considérablement nombreux. Et la possibilité offerte par les outils d'analyse prédictive de cibler ces individus permettait à Cambridge Analytica de les attirer dans des faux groupes autour de centres d'intérêt qui étaient ceux de ce type de personnalité, pour les endoctriner, puis les réunir dans le monde réel
les conduire à une désinhibition et éventuellement à un engagement dans des actions violentes, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie. Je vous donne un exemple. QAnon est un mouvement conspirationniste qui est né dans l'entourage de Trump en octobre 2016 et qui a été très fortement amplifié sur les réseaux sociaux par le recours notamment à ces outils de ciblage comportemental, dans la mesure où les personnalités de la sombre triade ont pour caractéristique d'adhérer beaucoup plus volontiers que les autres à des récits des informateurs et de s'engager avec une plus grande propension dans des activités violentes. Vous prenez les insurgés QAnon du 6 janvier de 2021, 68% présentaient au Capitole, 68% présentaient des troubles mentaux. Ces troubles mentaux, pour certains d'entre eux, avaient été diagnostiqués, étaient connus, mais pour d'autres ne l'étaient pas. C'est ça le mérite essentiel de ces outils d'analyse prédictive sur les réseaux sociaux. C'est de prédire des traits de personnalité que les personnes en question peuvent ignorer, que leur entourage peuvent ignorer. Et une fois qu'ils sont ciblés et embarqués dans des récits des informateurs, ils peuvent, en l'espace de quelques semaines, voire de quelques jours, basculer complètement dans un environnement déconnecté de toute réalité et s'engager dans des actions violentes. C'est ça la force de la propagande numérique aujourd'hui, opérée sur cette base de ciblage psychologique. Il faut bien comprendre que c'est une révolution copernicienne dans l'art du marketing et du ciblage. Traditionnellement, on segmentait un marché sur des bases telles que le niveau d'études, le lieu d'habitation, le type d'habitation, le revenu, est-on marié, pas marié, etc. Là, on segmente sur des bases psychologiques, ce qui est beaucoup plus efficace. Vous êtes par exemple un vendeur de systèmes d'alarme. Savoir si vos prospects sont plus ou moins riches, vivent dans telle ou telle banlieue, est beaucoup moins pertinent pour vous que de savoir s'ils sont, oui ou non, des gens anxieux. Parce que s'ils sont anxieux, il suffit d'alimenter leur anxiété par des contenus anxiogènes, une publicité ciblée qui indique que dans leur quartier, 30 cambriolages ont eu lieu dans les 2 précédentes années, et ils vont se précipiter sur votre système d'alarme. Mais de la même façon, vous pouvez à l'échelle d'une société faire monter la température de cette société, vendre de l'anxiété au point de provoquer des psychoses, psychose terroriste, psychose migratoire. Vous pouvez déconnecter complètement les gens de la réalité factuelle. Et c'est ça l'art de la propagande de masse aujourd'hui à l'ère du ciblage psychologique. C'est la capacité nouvelle d'exploiter les failles de l'esprit humain à des fins de manipulation des conduites en masse. Pour qu'on ait une idée de l'influence qu'ont pu avoir ces campagnes de Cambridge Analytica, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elles ont eu un rôle décisif dans la victoire de Trump aux États-Unis, un rôle décisif dans le Brexit au Royaume-Uni ? Dans le Brexit, je le crois, dans la mesure où, comme l'a très bien montré Giuliano d'Empoli dans Les ingénieurs du chaos, il s'est agi pour l'équipe de Dominic Cummings et d'Aggregate IQ, donc l'équipe de Bannon, d'aller piocher dans les profondeurs du corps électoral au sein des abstentionnistes la colère rentrée pour l'extraire et l'alimenter au point d'encourager un comportement punitif. C'est une des choses qui m'a, moi, le plus marqué dans l'analyse de la démarche de Cambridge Analytica. Vous mettez les gens en colère contre les institutions européennes, contre vos élites, contre vos médias, contre les Turcs qui pourraient rejoindre l'Union européenne, au point de vouloir punir vos élites, sans considération pour les effets de cette punition pour vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous punir en définitive vous-même et être conscient que cela aura des répercussions. Mais votre envie de punir est tellement forte que vous allez exprimer un vote. On est sorti d'un cadre du vote rationnel, à supposer qu'il n'y ait jamais eu un vote rationnel. Mais en l'occurrence, c'est vraiment l'exploitation des colères, avec l'exploitation aussi d'une démarche de design comportemental. Souvenez-vous du slogan du livre « Take Back Control ».
Ce slogan est redoutablement efficace parce qu'il s'appuie d'abord sur un constat empirique qui est le sentiment de dépossession que le citoyen peut avoir aujourd'hui, dans le contexte, pouvait avoir en 2016 au Royaume-Uni, dans le contexte de la construction européenne, dans le contexte de la crise financière de 2008, et puis depuis dans d'autres contextes particulièrement anxiogènes, le réchauffement climatique et la globalisation, le réchauffement climatique, ce sont des phénomènes qui nous échappent, ce sont des phénomènes globaux, ce sont des phénomènes anxiogènes. Et l'humain ne supporte pas la perte de contrôle. Vous avez peur... On a peur dans un avion parce qu'on n'est pas en contrôle. Statistiquement parlant, la probabilité pour qu'on meure en voiture ou en train est beaucoup plus forte, mais on ne ressent pas cette même peur parce qu'on a le sentiment d'être en contrôle. Et donc, la promesse de cette reprise de contrôle suffit à mobiliser les gens. C'est l'art du design comportemental et c'est de l'art de SCL en l'occurrence. Je me souviens d'un pitch d'Alexander Nix, le CEO de SCL, qui expliquait à ses prospects que s'ils avaient une plage privée et qu'ils voulaient que les gens n'aillent pas sur cette plage privée, ils pouvaient toujours mettre un panneau plage interdite, défense d'entrée. Poser un interdit, les gens ont envie de le braver. C'est donc inefficace, c'est le marketing traditionnel. Le marketing comportemental, c'est aller puiser dans les peurs profondes de l'être humain. Et vous mettez un panneau « plage infestée de requins ». C'est tout. Ne dites pas qu'elle est privée, dites « plage infestée de requins ». Qui va se baigner dans une eau que l'on dit infestée de requins? Il n'y a pas besoin qu'il y ait des requins. Il y a la perception du requin. Et donc, ça, s'agissant du Brexit, il n'y a guère de doute dans mon esprit, il n'y a guère de doute non plus dans les enquêtes parlementaires qui ont été publiées depuis au Royaume-Uni, et j'attire votre attention sur le fait que Mark Zuckerberg n'a jamais accepté de témoigner devant les commissions d'enquête britanniques. Parce qu'en l'occurrence, Facebook avait autorisé des publicités ciblées, ce qu'on appelait à l'époque les dark ads, qui étaient des publicités qui apparaissaient sur le mur de la personne ciblée et qui ensuite disparaissaient, n'étaient pas enregistrées, avec des effets. Aux États-Unis, il est difficile de dire si les opérations de Cambridge Analytica ont été déterminantes, dans la mesure où en fait, le savoir-faire de Cambridge Analytica a été volé par les renseignements russes, comme je le raconte dans mon dernier livre, et les Russes ont répliqué les techniques de Cambridge Analytica dans des articles qui ont été publiés, hein, c'est en accès libre, et ils ont ensuite appliqué ces technologies pour eux-mêmes procéder à un ciblage électoral dans les États clés. Et donc, vous avez deux équipes qui, sans coordination à ma connaissance, ont fait à peu près la même chose, avec des axes de campagne un peu différents. Mais ce qui est aujourd'hui difficile de dire, c'est si les mesures qui ont été menées par ces équipes sur Internet ont été plus déterminantes que les mesures, par exemple, administratives de suppression de vote dans les États clés en question. Parce que vous savez, la menace sur nos démocraties ne prend pas exclusivement la forme des outils numériques. J'ai consacré une biographie à Rupert Murdoch. Il a semé la dévastation dans plus d'une démocratie occidentale depuis une 70aine d'années. Vous prenez aujourd'hui les évolutions de nos médias dits traditionnels, elles conduisent également à un décalage accru entre la réalité et sa perception. Vous prenez aujourd'hui l'action des lobbies industriels sur la détermination des politiques publiques, sur l'agenda médiatique, c'est tout aussi déterminant que les campagnes que je viens de décrire. Justement, il y a quelque chose qui est frappant, c'est la connaissance des autorités russes et des personnalités à la tête de la Fédération de Russie, de ces mécanismes. C'est des gens, Poutine et son entourage, qui connaissent extrêmement bien ces sujets-là. Alors, oui, on peut le dire. Ça tient au fait
que d'abord Poutine est un homme du renseignement, il a fait toute sa carrière au KGB, il était agent de liaison à Dresde auprès de la Stasi, auprès de l'unité qui faisait des opérations de manipulation de l'information en Occident, en Allemagne de l'Ouest et aux États-Unis, des opérations de subversion aussi. Il y a un long savoir-faire du renseignement russe. Mais il y a un autre élément qui est peut-être plus déterminant encore, qui est le fait que lorsque l'URSS s'est effondrée, la Russie a connu une période tout à fait nouvelle qui s'est caractérisée par l'avènement de ce que Andrew Wilson a appelé une politique virtuelle. C'est-à-dire qu'il s'agissait de donner l'image d'un régime démocratique en recourant massivement aux outils de la communication politique, du marketing politique américain, en recrutant des conseillers en communication américains, et c'est constitué une industrie, qui est l'industrie de ce qu'on appelle en Russie la polittechnologie, la technologie politique. Ces polittechnologues sont des gens qui, pour le compte du Kremlin, ou pour le compte d'un oligarque, ou pour le compte d'une société privée, vont prendre en charge la totalité d'une campagne électorale, de A à Z. Et donc ils cumulent des rôles qui, en Occident, sont dévolus à des gens très différents, les gens qui font les études de marché qualitatives, les autres qui font les sondages quantitatifs, les gens qui font les relations publiques, les gens qui font le marketing numérique. Eux, ils s'occupent de tout. Et ils ont développé un savoir-faire qui repose sur la captation systématique, enfin la capture systématique des progrès occidentaux. Parce que dans l'espace soviétique, l'information était considérée comme l'arme absolue pour conquérir et conserver le pouvoir. Et concrètement, ça s'est traduit par le fait que des sociétés spécialisées dans les technologies politiques ont acquis un savoir-faire dans un écosystème qui était protégé par les services de renseignement, au service de la stratégie du Kremlin, qui était une stratégie d'influence globale pour préserver leur emprise sur leur société. Et très concrètement, c'est ce qui explique l'intérêt extrêmement pointu accordé à Cambridge Analytica, ou à toutes les avancées technologiques. Je vous raconte juste une anecdote. L'inventeur de la technologie que j'ai décrite tout à l'heure d'analyse prédictive de la personnalité à partir de sondages en ligne sur Facebook, c'est Michal Kosinski. Michal Kosinski a refusé de travailler avec Cambridge Analytica. Il est parti travailler aux États-Unis. Aux États-Unis, il a poursuivi ses travaux, notamment sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond. Il a cherché à détecter les émotions et à prédire l'orientation sexuelle à partir de nos photos. Bon. Et il a publié un article qui était en préprint lorsqu'il reçoit une invitation à se rendre à Moscou. Préprint, ça veut dire qu'il n'est pas encore publié Il n'est pas encore relu, pas encore publié. C'est la première version d'un article. En général, la première version d'un article, c'est pas quelque chose qu'on prend très au sérieux, mais ça a été pris très au sérieux au Kremlin. Il a été invité à donner une conférence, et il s'attendait donc à être accompagné dans une salle de conférence. Un hélicoptère l'attend. Et l'hélicoptère l'emmène dans la banlieue de Moscou. Il se retrouve dans une petite salle, à peine plus grande que celle-ci. Face à lui, le premier ministre russe, Dmitri Medvedev. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Tous les responsables du renseignement russe. Qui lui demande de présenter ses travaux. Ce qu'il fait volontiers. Il était un peu intimidé, mais en même temps très fier de voir son travail reconnu à ce niveau. Lorsqu'il a été interrogé un an plus tard par un journaliste du Guardian, il a déclaré qu'il avait été extrêmement surpris par le degré de connaissance que ses interlocuteurs avaient de son travail. Ils avaient une connaissance très précise de ce travail d'analyse prédictive. Ça les intéressait à plus d'un titre. Bien évidemment pour la répression des mouvements LGBT en Russie, mais aussi pour l'instrumentalisation de mouvements LGBT en Occident. Et quelques jours après cette réunion discrète dans la banlieue de Moscou, le président russe Vladimir Poutine, le 1er septembre 2017, faisait une déclaration tonitruante en affirmant que celui qui contrôlerait l'intelligence artificielle dominerait le monde. La Russie n'a pas
une technologie aussi avancée que les États-Unis ou la Chine, n'a pas une industrie très avancée, très perfectionnée. En revanche, la Russie a depuis longtemps développé un savoir-faire dans la capture des technologies occidentales au service de ses intérêts stratégiques. Et l'information, c'est le secteur le plus stratégique aux yeux du Kremlin. Justement, il y a un événement, des révélations qui ont été faites par le Guardian, qui s'appelle les Kremlin's Papers. Qu'est-ce que c'est que cette révélation? Moi, j'ai l'impression qu'on n'aurait quasiment pas entendu parler en France. Alors là, vous faites référence, parce qu'il y a eu une suite ininterrompue de divulgation de documents secrets, vous faites référence à un document du FSB qui, à ma connaissance, a été dévoilé par le renseignement ukrainien, authentifié par plusieurs services de renseignement occidentaux, notamment britanniques, et qui donc a été publié dans le Guardian, et c'est le Guardian que je cite dans mon livre. Effectivement, c'est la réunion du 22 janvier 2016 du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui avait pour objet officiel de parler de je ne sais plus quelle république du Caucase, et qui en réalité avait pour objet de parler de l'élection américaine. En janvier 2016, la course à la primaire est lancée, Trump a ses chances, et le Kremlin, Vladimir Poutine, est préoccupé par l'attitude d'Hillary Clinton à son égard et la perspective d'avoir Hillary Clinton présidente. Et donc il lance une campagne visant à promouvoir Trump, sans qu'il ait la conviction de pouvoir le faire élire, mais l'objectif le plus fondamental à ses yeux, c'est de fragiliser la démocratie américaine, c'est-à-dire d'entacher la légitimité d'Hillary Clinton dans l'hypothèse de son élection, afin, selon cette note, d'affaiblir la capacité de négociation des États-Unis. Et c'est une chose qui est très, très, très importante. Le Kremlin ne sépare jamais les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, il s'agit de promouvoir Trump. À moyen terme, d'accroître la polarisation politique. À long terme, de fragiliser la confiance des Américains dans le système électoral. L'une des premières choses que le renseignement russe et ses prestataires de services, dont Prigogine, avec son Internet Research Agency, ont fait après l'élection de Trump, c'est organiser des manifestations pour et contre Trump. Ils ont amplifié la portée de ces manifestations, ils avaient des agents provocateurs sur le terrain également pour en remettre une couche, parce qu'il s'agissait de remettre en cause le processus électoral. Vous savez, toutes les suspicions de fraude électorale ont majoritairement aux États-Unis deux origines. La première, endogène, c'est les industries fossiles autour des frères Koch qui ont, par conviction libertarienne, entrepris de fragiliser le système électoral par des mesures de restriction d'accès au vote. Et donc, vous dites qu'il y a des fraudes, quand il n'y en a pas, pour ensuite rendre plus difficile le vote de telle ou telle catégorie de population qui vous déplaît électoralement. Et l'autre origine majeure, c'est l'origine externe du Kremlin, qui, depuis les années 1950, s'emploie à faire douter les Américains de la solidité et de la validité de leur système électoral. Parce que pour un régime autoritaire, la concurrence d'une démocratie, elle est terrible. Qui n'a pas envie de voter librement ? Tout le monde a envie de voter librement. Et donc, vous n'allez pas démocratiser votre système électoral, vous allez peut-être tenter de lui donner une apparence démocratique, comme le fait le Kremlin, mais vous allez surtout fragiliser la perception que les citoyens occidentaux ont de leur système électoral. Il s'agit de les faire douter, de les convaincre qu'il y a un deep state, que les élections sont truquées, que les processus électroniques ne sont pas fiables. Je vous donne un exemple de leur mode opératoire, qui est tout à fait révélateur. En 2016, le renseignement militaire russe a lancé ses hackers d'élite contre les systèmes de vote électronique aux États-Unis. Ils ont pénétré un à un, tous les dispositifs électroniques de vote dans les États qui en avaient. Qu'ont-ils fait ? Rien. Ils sont entrés dans le système, ils sont sortis du système.
Pourquoi ? Parce que ce qu'ils attendaient, c'était tout simplement le moment où le FBI allait détecter leurs intrusions, dénoncer ces intrusions russes dans les processus électroniques de vote. Même sans rien faire, sans modifier aucune donnée, vous affaiblissez alors la confiance que les Américains ont dans le système électronique. Ah bah si les Russes ont pu pénétrer dans le système électronique, n'importe qui peut pénétrer. Pourquoi Alors, j'ai malheureusement perdu votre dernier livre, Les guerres de l'information, et donc c'est des souvenirs qui remontent à plus d'un mois maintenant, mais il me semble que l'incipit, la première phrase du livre, c'est nous sommes en guerre, mais nous ne le savions pas. Quelque chose comme ça, vous allez me corriger. Pourquoi les grandes autocraties, la Russie en tête, cherchent à faire ces grandes campagnes de déstabilisation des démocraties occidentales? En réalité, c'est assez simple. L'ère numérique a permis la globalisation de l'information, a permis à des acteurs étatiques, mais aussi non étatiques, d'atteindre les esprits de citoyens à l'autre bout de la planète. Et ça a été perçu comme une opportunité par les régimes démocratiques, en premier lieu les États-Unis, pour étendre leur influence au monde entier, encourager, promouvoir leur modèle et le modèle démocratique. Et ça a été perçu comme une menace par les régimes autocratiques, qui ont très tôt compris, dès la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, à quel point une information libre, globale et américaine pouvait représenter une menace pour leur propre emprise sur leur société. Je vous en donne une illustration qui est tout à fait parlante à mes yeux. En 1998, le président Bill Clinton a fait une visite officielle en Chine. Et il a conclu sa visite officielle par un discours devant des étudiants chinois, les hiérarques du Parti communiste chinois. Il a fait l'apologie des autoroutes de l'information, de l'Internet, qui allaient permettre la propagation des idées dans le monde, la disparition du faux, le triomphe du vrai. Et il a raconté avoir visité des villages en Chine où les nouvelles technologies de l'information et de la communication avaient conduit les citoyens à s'exprimer librement, à élire librement leurs représentants. Et il concluait son discours en disant qu'un vent de liberté soufflait sur la Chine. Il n'avait pas conscience, ou ne voulait pas voir, quelle pouvait être la réception de ce discours par les autorités chinoises. Parce qu'au même moment, les autorités chinoises lui disaient « Oui, bien sûr, nous serions très heureux de rejoindre l'OMC ». L'Organisation mondiale du commerce, l'ouverture sur le monde, l'établissement de liens d'échange va encourager la démocratisation de notre société. C'est-à-dire que le Parti communiste chinois et les services de renseignement chinois ont donné aux Occidentaux le discours que les Occidentaux voulaient entendre. Mais la réalité est que ces autorités chinoises avaient parfaitement conscience du danger que représentait le virus de la démocratie, le virus de la liberté propagé par des chaînes de télévision par satellite ou l'Internet. Ce qui a conduit les régimes autocratiques, d'une part, à protéger leur espace informationnel des ingérences occidentales, et d'autre part, à se doter des nouvelles armes de l'influence à l'ère numérique, telles qu'une diplomatie publique, des médias internationaux dans toutes les langues et sur tous les supports, et puis des armées de cyberguerriers. Et depuis l'avènement des médias sociaux et des smartphones, la perception du danger s'est accentuée. Parce que le smartphone permet dans les régimes autoritaires la tenue de manifestations sans organisation politique préalable. Ça a été le grand bouleversement des révolutions 2.0 du printemps arabe, la place Tahrir. Ça a été un grand tournant en Russie avec les manifestations de la place Polotnaïa en décembre 2011. Et cela a accentué la perception du danger pour ces régimes autoritaires, qui ont d'abord accentué leur emprise sur les réseaux sociaux avant de s'employer à utiliser ces réseaux sociaux pour les retourner contre les régimes démocratiques. Comment aujourd'hui justement les réseaux sociaux sont-ils utilisés par ces puissances-là, la Chine, la Russie, pour déstabiliser les intérêts occidentaux ou les démocraties occidentales? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples? À quel point aussi c'est structuré et à quel point ils ont des organisations, de nombre de personnes qui travaillent dans ces organisations
pour la déstabilisation des intérêts occidentaux? Je vais prendre l'exemple extrême, qui est l'exemple du Parti communiste chinois, qui, depuis 2017, a étendu son contrôle sur toutes les entreprises à l'intérieur de la Chine, et en premier lieu les entreprises technologiques qui ont une influence à l'étranger. En 2017, c'est l'année de naissance de ByteDance, Douyin, TikTok. TikTok est la version pour le monde extérieur de l'application Douyin, étroitement contrôlée par le Parti communiste. Et TikTok est un concentré de ce qui se fait de mieux en matière de technologie de captation de l'attention, en matière d'addiction, en matière également de collecte de données, en matière également d'influence. Comment est-ce que ça se caractérise? Le Parti communiste chinois recourt à des influenceurs authentiques dont les contenus sont promus algorithmiquement sur la plateforme. Et en parallèle, recours à ce qu'on appelle le shadow banning pour censurer des contenus qu'ils jugent néfastes sans pour autant les supprimer. Si vous utilisez TikTok et que vous faites une vidéo pour rappeler les massacres de Tiananmen en juin 1989, vous ne serez pas surpris de constater que votre vidéo ne touchera pas grand monde, parce qu'elle est shadow-bannée. Bon. Et ça, c'est un point crucial, dans la mesure où il s'agit de l'information à laquelle on accède en Occident, sur une plateforme chinoise, mais ça donne au Parti communiste chinois la possibilité d'étendre le champ de sa censure au-delà de ses frontières. C'est ça le grand bouleversement opéré par l'ère numérique. C'est la possibilité qu'ont désormais les régimes autocratiques de toucher beaucoup plus facilement les citoyens occidentaux et puis leur propre diaspora à des fins de contrôle et de répression transnationale que par le passé. Ensuite, on a d'ores et déjà des indications très claires des effets toxiques de cette plateforme sur les débats publics, avec la promotion de contenus pornographiques à destination des plus jeunes, ou d'incitation à la violence, incitation à l'automutilation. On a des indications très claires ayant trait aux effets psychologiques, en particulier sur les adolescents. Et de mon point de vue, TikTok est une arme de subversion massive. Il faut s'imaginer qu'il y a en France plus d'une vingtaine de millions d'utilisateurs de cette plateforme. Il y a aux États-Unis plus de 140 millions d'utilisateurs de cette plateforme, et que la probabilité pour que cette plateforme soit instrumentalisée à des fins de manipulation de l'opinion publique et du débat public dans un cadre électoral est extrêmement forte. Combien il y a est-ce qu'on a une idée du nombre de campagnes qui sont menées contre les intérêts occidentaux? On a parlé par exemple d'une campagne au Sahel pour révolter les populations à l'égard de la France. On a parlé des campagnes d'ingérence sur les punaises de lit. On a parlé aussi potentiellement d'ingérence sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que derrière ces sujets-là, il y a effectivement des campagnes qui visent à déstabiliser nos démocraties, et est-ce qu'on a une idée du nombre de campagnes qui sont menées, de l'ampleur? Alors, on commence à avoir une idée précise de l'infrastructure mise en place par le Kremlin, et plus spécifiquement par le renseignement militaire russe, pour peser sur les débats publics, non seulement en Afrique, non seulement dans les pays occidentaux, mais dans un grand nombre de pays dans le monde. On le sait, notamment parce que depuis 2016, de nombreuses infrastructures ont été créées en Occident, soit au sein de l'OTAN, soit au sein de l'Union européenne, soit en France avec Viginum, mais ailleurs, en Suède, en Moldavie, pour détecter, caractériser, dénoncer, mettre en évidence ces infrastructures. On a par exemple Doppelganger, Copycop, Portal Combat, False Façade. On commence à avoir une idée d'ensemble, et ce qui apparaît aujourd'hui très clair, c'est que cette infrastructure a été conçue
par des sociétés prestataires de services, propriété de polytechnologues dont je vous parlais, par exemple Ilya Gambachidze, qui est l'un des opérateurs majeurs de Doppelganger pour le compte du renseignement militaire russe. On sait que ces sociétés spécialisées, notamment dans le marketing digital, sont capables de mettre en place des campagnes de plus en plus sophistiquées qui s'appuient d'une part sur des outils d'intelligence artificielle générative, d'autre part sur des outils conçus pour contourner les dispositifs mis en place par les plateformes pour détecter leurs activités, tels que par exemple le copy-pasta, consistant non pas à diffuser à des milliers d'exemplaires le même texte, mais un texte qui varie légèrement pour tromper les plateformes, ou le recours à de nouveaux systèmes de botnet qui rendent les bots plus proches du comportement d'un être humain que d'un bot de 2016. Donc, on a une idée claire, enfin plus claire aujourd'hui que par le passé, de cette infrastructure. Cette infrastructure est extrêmement importante, elle est globale. Je vous donne un exemple. Il y a eu une fausse information qui a été diffusée par les opérateurs du Kremlin à propos de la mort prétendue d'un étudiant à la suite d'une manifestation pro-palestinienne devant Sciences Po. Il aurait été arrêté par la police française et tué par la police française. Bon, sauf qu'il n'existe pas. Son image a été générée par l'IA et l'information relative à sa mort a été publiée depuis l'Australie par un agent agissant pour le compte du Kremlin qui renvoyait à un site de désinformation créé par l'infrastructure Copycop qui est positionné aux États-Unis. Le site donnait le témoignage du prétendu frère généré par IA, renvoyé à une photo du frère donc généré par IA, du frère posé dans un cadre qui a été posée dans la rue Saint-Guillaume devant Sciences Po et prise en photo probablement par un Bulgare ou un Moldave qui, moyennant quelques dizaines ou centaines d'euros, a fait le voyage pour poser le cadre, prendre la photo, la diffuser. Puis ce récit a été diffusé dans des espaces informationnels pro-russes, en Syrie, au Mali, et a touché un nombre considérable de personnes sur la planète. Tout ceci en 24 heures. C'est ça qui est fascinant. C'est pas le nombre qui, moi, me semble caractéristique des évolutions récentes. C'est la globalisation des opérations. C'est la capacité de créer et propager un récit sur différentes plateformes à la fois, avec le recours à l'IA, avec un discours destiné à des publics différents et des finalités qui peuvent être différentes, une forme de boucle de rétroaction propagandiste qui conduit à un recyclage de récits pour qu'ensuite ces récits soient présentés aux Russes pour qu'ils aient une image atroce de la démocratie en France, pour ensuite être diffusés en Afrique pour alimenter le sentiment anti-français. On est en présence d'outils qui sont boostés aujourd'hui par les solutions marketing offertes par les réseaux sociaux, en même temps que par l'acquisition croissante d'outils d'intelligence artificielle. Dernière question. Quelle est pour vous la principale piste de solution pour résister justement à ces vagues de désinformation qui nous submergent et qui submergent nos démocraties ? La principale piste est celle qui est mise en œuvre aujourd'hui par les États-Unis et la France, c'est-à-dire une approche globale. C'est une menace globale, comme je viens brièvement de le décrire, et donc la riposte ne peut être que globale. On doit cesser d'appréhender le phénomène exclusivement à une échelle géographique ou réseau social par réseau social ou en traitant des médias traditionnels ou de l'ingérence par le lobbying, etc. C'est une démarche globale qu'il faut adopter. Donc, elle doit être multilatérale,
impliquer le plus grand nombre d'États. Les États-Unis ont publié une feuille de route signée par la France qui engage aujourd'hui 14 pays. La France et les États-Unis ont conduit la réflexion au sein de l'OCDE qui a débouché sur la publication du rapport Les faits sont le faux le 5 mars 24, signé par les 38 États membres. Cette approche globale est absolument nécessaire. Les démocraties doivent s'allier et se coordonner à l'échelle globale pour contrer les effets de ces campagnes de déstabilisation qui émanent de régimes autoritaires qui, eux, se sont alliés, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Syrie, pour ne citer que. Et puisqu'il y a même des petits régimes, c'est pas le fait exclusif de la Chine ou du Kremlin. Non, l'Azerbaïdjan est un acteur extrêmement agressif dans le champ informationnel. La Turquie est aussi un acteur extrêmement agressif dans le champ informationnel. Vous citiez la Nouvelle-Calédonie, les ingérences étrangères dans les événements tragiques en cours impliquent 4 États autoritaires sur la planète. C'est quand même considérable. Et chaque État voit midi à sa porte. L'Azerbaïdjan vient déstabiliser la Nouvelle-Calédonie pour se venger du soutien que la France apporte à l'Arménie à propos du Haut-Karabakh. Donc il nous faut vraiment une approche globale. Ensuite, il nous faut, je crois, une approche systémique. C'est-à-dire qu'on a affaire à une pandémie de désinformation, ce que l'OMS appelle une infodémie. Et face à des infodémies, il faut adopter une démarche infodémiologique, c'est-à-dire appliquer les principes de l'épidémiologie à l'espace informationnel pour conduire des chercheurs de disciplines très différentes à coordonner leurs efforts pour comprendre quels sont les phénomènes. Aujourd'hui, notamment en France, on a une approche trop cloisonnée par discipline. Les sociologues du numérique d'un côté, les économistes comportementaux de l'autre, les géopoliticiens d'un troisième côté, ou d'autres spécialisés par région. On a vraiment besoin d'une approche systémique consistante à créer une nouvelle science, celle de l'étude des virus informationnels à l'échelle globale. Nous devons très rapidement mettre en œuvre des solutions à toutes les échelles susceptibles de limiter les effets de ces virus informationnels avant qu'il soit trop tard. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 43% de Français climato-sceptiques ou dénialistes. Qu'en sera-t-il quand ce sera 69% de Français ? On ne sera pas du tout dans la même problématique sur les questions environnementales. On voit aujourd'hui que sur tout un tas de sujets aux États-Unis, une majorité d'Américains est totalement déconnectée de la réalité factuelle. Il nous faut absolument préserver notre espace informationnel de cette pente extrêmement savonneuse pour le régime démocratique et les intérêts communs que nous avons en France et sur cette planète. Et donc, il y a des mesures qu'on peut prendre à l'échelle, il y a des innovations, on peut recourir au nudge, pour nudger les environnements des individus, pour les réorienter vers des faits scientifiquement établis. On peut également recourir au pré-bunking, c'est-à-dire à une approche consistant à débunker par anticipation en sensibilisant les gens aux grandes techniques de manipulation auxquelles ils peuvent être exposés. On doit également renforcer le cadre réglementaire qui pèse sur les plateformes, imposer par exemple que soit prise en compte la démarche éthique dans la conception d'outils d'intelligence artificielle, de chatbots boostés à l'IA, parce qu'il y a une pollution croissante de ces environnements informationnels par des récits désinformateurs. Il nous faut concevoir notre boîte à outils de défense contre les manipulations de l'information face à la boîte à outils des polittechnologues, des désinformateurs, des ingénieurs du chaos, comme disait Empoli, ou des maîtres de la manipulation, comme je les ai appelés dans un précédent ouvrage. David Collomb, un grand merci d'être venu au micro du Greenletter Club. Merci à vous. À bientôt.